Bonjour chers internautes, nous sommes ici avec le maire de Morolan, Yves Lamine Ciss, pour une série de questions allant de son magistère à aujourd'hui. On sait qu'avec la mairie, c'est Yves Lamine Ciss qui a fait 2 mandats au niveau, à la tête de la mairie de Morolan. Ce n'est pas facile, mais il a tout fait pour œuvrer et soutenir les populations qui sont à Morolan. Aujourd'hui, nous faisons face à Monsieur le maire. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre interview. Je pense que je suis très satisfait d'accueillir 2 organes de presse quand même très importants, Thiès Info et Le Soleil. En tout cas, je suis très satisfait et je suis disposé à répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de tabou. Voilà. Dit que charité bien ordonnée commence par soi-même, mais aujourd'hui je vais laisser au doyen Baïba du Soleil qui va poser ses questions. Monsieur le maire, pouvez-vous nous rappeler les axes dégagés pour cette mandature lors de votre premier débat d'orientation budgétaire lorsque vous avez rempli à la mairie de Morolan? Je vous remercie. Je dois dire que quand nous prenions la mairie de Morolan, je pense que la première mandature c'était de 2009 à 2014, il faut reconnaître que nous avions trouvé un système scolaire au rabais. Parce que quand même, on trouvait des écoles à la fin de l'année et le certificat réussi, zéro. Donc zéro réussite au certificat. On avait trouvé aussi beaucoup d'abris provisoires. Et moi-même, qui suis père de famille, et même les anciens, parce que depuis 1948, on a ouvert la première école de Morolan, et les gens, quand même, étudiaient dans des bâtiments en dur. On ne pouvait pas comprendre que 20 ans, 30 ans après, les enfants de Morolan sont dans des huttes pour étudier. Ça, c'était un problème quand même de conscience chez moi. Je pense aussi qu'il y avait le problème de santé qui était là. Les enfants mouraient. Il fallait quand même mettre l'accent sur la santé des enfants, la santé maternelle. Il fallait aussi que les postes de santé se positionnent, les cas de santé qui étaient presque abandonnés parce qu'il n'y avait pas de médicaments. Vraiment, il fallait aussi soutenir la santé pour que les gens de Morolan aient une bonne santé. Du point de vue aussi mobilité des populations, je pense qu'il y avait beaucoup de problèmes. Parce que Morolan, quand même, est au pied des collines de Thiès, du plateau de Thiès, et il y a beaucoup de ravinements. Donc pendant l'hivernage, il y avait des villages, mais qui n'avaient plus, aucune voiture ne pouvait y accéder. Parce qu'il y avait des ravins un peu partout, ou bien il y a des zones très sablonneuses où il faut une voiture 4x4 pour y aller. Donc vraiment, le problème de mobilité était un problème réel dans la commune de Morolan. Il y avait aussi le problème de rectification rurale, parce que même quand on venait ici, il y avait 3-4 villages qui étaient électrifiés. Ça, quand même, on trouvait que ce n'était pas normal. Il fallait quand même tout faire pour que l'électricité soit un droit. En tout cas, qu'il n'y ait pas de village qui soit sans électricité. Pour nous, c'était pas pardonné, parce qu'on est quand même à 70 km de Dakar, à 10 km de Thiès. Quand même, ce n'est pas normal qu'il y ait encore des villages qui ne soient pas électrifiés dans la commune de Morolan. Donc vraiment, voici les principaux axes. Il y a bien sûr, tout à l'heure certainement dans ces questions, il reviendra sur ça, mais il y a des axes sur lesquels aussi on a travaillé, mais qui ne sont pas des compétences transférées. Je n'ai pas d'électricité. Il y avait l'eau aussi, le problème de l'eau. C'était un problème réel. Parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour l'eau. Parce que même, il y avait une mauvaise gestion du forage communautaire de Morolan. On a eu à investir quand même beaucoup d'argent pour que les populations aient accès à l'eau. Vraiment, il y avait des secteurs clés sur lesquels on s'était appesanti. Bien sûr, il faut parler de l'environnement aussi. L'homme destructeur était en train de détruire son environnement. Il fallait quand même compenser cela. Il fallait que les gens comprennent qu'ils ont droit à accéder à l'environnement, à peut-être bénéficier des fruits de l'environnement, mais ils doivent aussi restaurer cet environnement-là. Ça, je pense que c'était aussi un des axes sur lesquels nous avons beaucoup travaillé. Nous aussi, il y avait aussi l'emploi des jeunes. Quand nous, on était venus,
et même jusqu'à présent, hein, même s'il y a un effort qui a été fait, presque un jeune de Morlan, ou bien un enfant de Morlan, quand il naît, à 12 ans, il doit quitter Morlan. Soit il a le CFE, entré en 6e, il doit aller étudier à Thiès ou à Dakar ou à Mboro ou à Tivaouane, ou bien alors il va aller apprendre un métier quand il abandonne l'école. Donc si bien que, voilà, à Morlan finalement, c'était presque les vieilles personnes qui étaient là, les mamans, parce qu'il n'y avait que les écoles primaires, les enfants quand ils ont l'entrée en 6e, ils vont à Dakar. Donc vraiment, il fallait travailler pour que les enfants de Morlan restent à Morlan. Ça, c'était aussi un des leviers sur lesquels il fallait agir. En tout cas, vraiment, essentiellement, c'était des axes principaux sur lesquels nous devions agir. Bon, il y a autre chose, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a autre chose, mais voilà, donc c'était l'essentiel, parce qu'il y a l'habitat, il y a, voilà. Aussi, il fallait travailler sur ça, les lotissements, et ainsi de suite, pour que les gens de Morlan accèdent à l'habitat. Nous aussi, on a travaillé à ça. Par exemple, si on prend le secteur de l'éducation, quels sont les actes que vous avez posés pour faire renverser cette tendance que vous venez de décrire tout à l'heure? Bon, le premier acte qu'on a fait, c'est de tenir une réunion. On est allé voir l'inspecteur départemental. On lui a dit, on va évaluer l'année scolaire. Je ne sais plus c'est quelle année, je pense que c'est en 2012-2013. On a tenu une réunion où on avait invité tous les acteurs de l'éducation. C'est une réunion qui était très houleuse, mais il fallait. Parce que finalement, les directeurs d'école croyaient qu'on s'en prenait à eux, alors que voilà, le résultat était là, très parlant. Je ne peux pas comprendre quand même que toute une année scolaire, une école entière, 10, 15, 20 élèves, 30 élèves, personne ne réussit au CFE. Ça, quand même, il y avait un problème quelque part. Et quand on a fait le diagnostic, lors de cette réunion, voilà, on a dégagé aussi, on a posé les problèmes. Le premier problème, c'était, voilà, il y avait quand même les enseignants, le manque d'engagement des enseignants. Il y avait aussi le problème de gestion, de leadership des directeurs d'école qui était posé dans ce truc-là. Il y avait aussi la démission des parents d'élèves qui était posée à ce truc. Mais il y avait aussi la mairie qui ne faisait pas son rôle. Parce que quand même, le rôle de la mairie, c'est quoi? C'est de donner des fournitures, assez de fournitures aux enfants, c'est de construire des écoles, c'est d'accompagner aussi le processus. Donc vraiment, on avait diagnostiqué les problèmes de l'école et on a dit qu'il fallait trouver cette solution. Et ça a abouti à un plan d'action, donc où vraiment on a situé les actions à mener, qui devait et à quelle échéance et qui devait le faire. Je pense que c'est comme ça qu'on a fait. Si vous prenez par exemple le cas on a trouvé par exemple 30 abris provisoires à Morlan. Mais aujourd'hui, bon, je n'ai pas réussi à expliquer. Aujourd'hui, non seulement on a construit beaucoup d'écoles, par exemple, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'abri provisoire à Morlan. Et pourtant, on a créé de nouvelles écoles. Mais aujourd'hui, à Morlan, où je vous parle, c'est zéro abri provisoire à Morlan. Alors que vraiment, pour nous, il fallait tout faire pour que les enfants soient dans les meilleures conditions d'éducation. Vraiment, ça, c'était un truc. Maintenant, pour les directeurs d'école, etc., il fallait quand même voilà, je pense quand même que ça, c'était juste un problème de volonté. Il fallait juste agir pour qu'ils les conscientiser, pour qu'ils comprennent que vraiment l'avenir du Sénégal était aussi entre leurs mains. Parce que si ces enfants-là n'étaient pas bien éduqués, c'était un problème social qu'il fallait quand même. On les a sensibilisés, l'inspecteur aussi s'est réorganisé au niveau de l'IF de Tivaouane, parce qu'il y avait une seule direction, mais après finalement ils ont créé des districts. Finalement, de la commune de Morlan, ou bien la commune rurale de Morlan, la commune rurale de Pambal, de Noto, on en a fait un district. Et il y avait un inspecteur qui suivait spécifiquement ces 3 communes rurales-là. Et ça a donné des fruits. Parce qu'il y avait, nous-mêmes, la commune même a financé des formations pour les enseignants. On a eu à financer des formations pour les, en tout cas pour les, comment dirais-je, le terme là que je voulais dire, c'était des formations organisées par l'inspecteur, en tout cas, animées par l'inspecteur, pour que les enseignants, quand même, qu'on les renforce en capacité. Voilà, renforcement de capacité. Et ça, je pense que ça a donné des fruits. Je pense que vraiment, on est passé, par exemple, des 0%. Aujourd'hui, il n'y a pas une école qui a moins de 60% à Morlan, au niveau du certificat. Le brevet aussi. Après, je pense en 1996, on a créé le CM de Morlan. On a trouvé au rabais aussi. Vraiment, c'était au niveau... il y avait des résultats peut-être de 30% au BFM, ou même moins.
Mais même chose, on a agi. Il fallait agir. On s'est battu pour que le CM devienne lycée en construisant nous-mêmes les 6 salles de classe. Chaque année, par exemple, la première année, on a construit 2 salles de classe pour les secondes, la deuxième année, 2 salles de classe pour les premières, et troisième année, on a construit donc 2 salles de classe pour les terminales, et c'est devenu un lycée. C'est comme ça qu'on a fait pour avoir un lycée à Morlan aujourd'hui. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, presque le bac, là où on avait peut-être 40%, on est à 80%. Le BFM aussi, vraiment, les résultats aussi suivent. Vraiment, en tout cas, du point de vue éducation, et il y avait aussi, depuis 2012-13, on avait dit en 2015, 0 enfant de Morlan dans la rue. Ça, c'était vraiment un slogan, pas creux, mais il fallait se donner les moyens pour atteindre cet objectif-là. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ose dire qu'on l'a presque atteint. Parce qu'après, on a créé, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on a constaté une année, on a constaté qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient exclus du lycée, parfois pour des questions de discipline ou questions de notes. Donc après, j'ai convoqué des enseignants, ou bien quelques enseignants. J'ai dit que, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces enfants? Il y avait au moins 100 ou 200 enfants qu'on a éjectés du lycée. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces enfants-là? Après, on a discuté, on a échangé. C'est comme ça qu'on a créé une école sociale que la commune subventionne. Voilà, chaque année, on donne une subvention 2 millions, 3 millions en tout cas, pour combler le déficit. Parce que les parents d'élèves contribuent. Bon, il y a beaucoup d'élèves qui ne payent pas. Voilà, donc c'est des cas sociaux. Mais c'est la commune qui a comblé. Et cette année, par exemple, cette école a fait de bons résultats. Je pense qu'au brevet, par exemple, ils ont presque 60%. Hein. Bac aussi, ils ont quand même 9, je pense, sur 39, des choses comme ça. Quand même, c'est un bon résultat. Donc, on a créé une école sociale à partir de la 3e. Donc, aujourd'hui, on a une salle de classe de 3, des enfants exclus de la 4e ou 3e. On les met au niveau de ces deux. S'ils veulent, ça dépend d'eux. Soit ils vont à l'école sociale, ou bien ils vont au centre de formation professionnelle technique. Vraiment, nous, on est ça. Maintenant, par ailleurs aussi, bien sûr, on peut parler du centre de formation. Le centre de formation aussi, c'est venu comme ça. On a constaté que voilà, il y avait beaucoup d'enfants dans la rue. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit, mais il faut créer un centre de formation. Après, on a connu au temps de M. Sow, qui était directeur de cabinet du ministre de la formation professionnelle. Bon, on l'a approché. C'est comme ça qu'on a créé le centre de formation en 2013. Et depuis 2013 quand même, presque c'est un centre qui fait depuis 2013, 14, 15. Depuis 2015 pratiquement, on fait 100% de taux de réussite au CAP. Parce qu'il y a 3 filières. Il y a une filière agricole, il y a une agri-élevage, il y a une filière coupe-couture, en tout cas artisanat, il y a une filière hôtellerie-restauration. Et c'est un centre de formation vraiment qu'on subventionne aussi. Vraiment, l'éducation, pour nous, c'est la priorité numéro 1. Parce que pour nous, si on veut développer un pays ou une commune, il faut agir sur l'éducation. Vraiment. Et même les sœurs de l'Immaculée Conception ont créé un centre. Mais ça, c'est un centre qui date de longtemps. Mais depuis quelques années, mais maintenant, on subventionne aussi les sœurs. Et on a subventionné une formation parce que c'est les sœurs qui faisaient les blouses, parce que de toutes les immaculées, des écoles immaculées, ça se produisait à Morlan. Mais à un certain moment, les immaculés ont changé de tenue. Et les filles qui étaient là ne pouvaient pas coudre ça. On a été obligé de chercher un formateur et la commune a payé la formation. Aujourd'hui, elle produit ces tenues-là. C'est pour dire que vraiment, nous agissons sur plusieurs leviers pour que l'éducation à Morlan soit une réussite. Mais je pense qu'il ne faut pas trop applaudir trop tôt, mais quand même, on est sur la bonne voie. Vraiment, on est sur la bonne voie parce qu'aujourd'hui, je sens que notre objectif qui est de 0 enfant de Morlan dans la rue, on est en train d'atteindre. On a commencé plus ou moins à travailler avec les Dara, parce que là aussi, il faut agir pour que les Dara, qu'on les modernise, là aussi, mais ça demande aussi un programme de l'État quand même du Sénégal. Parce que les Dara, la commune n'a pas les moyens de moderniser un Dara. Parce que non seulement c'est trop informel, voilà, il faut quand même qu'on réorganise les Dara. Par exemple, nous, l'année passée, on a tenté de donner des fournitures aux Dara, mais avec des difficultés. Parce que tu viens, l'enseignant ne connaît même pas le nombre d'élèves qu'il y a là. Parce qu'il y a des élèves qui viennent aujourd'hui, demain, ils ne viennent pas. Voilà, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, vraiment, l'éducation pour nous, c'est la base du développement. C'est la fondation du développement.
Sur le volet santé, est-ce que vous avez parlé tantôt de cases de santé qui étaient pratiquement euh, désuètes, etc. Est-ce que à ce niveau, vous avez pu quand même relancer les activités comme au niveau de l'éducation? Exactement la même chose. Parce que c'est la santé, on a fait des réunions. C'est pas comme l'éducation, on n'a pas appelé le docteur chef, médecin-chef, mais avec le l'ICP qui était là, avec les relais, avec aussi vraiment les ASC, ce qui était dans les matrones, les sages-femmes. Vraiment, on a tenu des réunions régulières pour identifier les problèmes. Et les problèmes, par exemple, c'était les problèmes d'équipement. Et on a agi. Aujourd'hui, par exemple, les postes et cases santé sont bien équipés en lit d'hôpital ou en table d'accouchement ou je ne sais pas ce que vous voulez. Vraiment, ça a été bien équipé. Au niveau des cases de santé, il fallait tout faire pour qu'il y ait la disponibilité régulière des postes de santé, des médicaments. Par exemple, je me rappelle, dans un premier temps, on avait commencé avec 250 000 francs par année de subvention. On est passé à 500 000. Mais depuis 2 ans, 3 ans, on donne 1 million pratiquement aux cases de santé. Et le poste de santé, il reçoit à peu près 2 millions, qui reçoit en tout cas de la subvention. Chaque année, on dégage au moins 5-6 millions pour de subventions de médicaments, chaque année. À part ça, on s'est rendu compte aussi que les populations de Morlan avaient des difficultés d'accéder aux hôpitaux. Souvent, avant d'aller à l'hôpital, c'est parce que la situation est grave. Après, on a dit maintenant, on va organiser des journées de consultation gratuites. Bon, ça, on le fait quand même depuis 2010. Hein. Chaque année, on organise quand même des journées, sauf cette année avec la situation de la maladie. Mais chaque année, on organise des journées de consultation gratuites où les gens ont fait venir des médecins quand même, vraiment de plusieurs spécialités. Ils viennent, ils consultent les gens, mais il y a aussi une pharmacie qui donne gratuitement les médicaments. On le fait aussi bon, ça je peux le dire dès maintenant, on le fait aussi pour les animaux domestiques. On organise aussi des journées de consultation gratuites pour les animaux domestiques. Vraiment, pour la santé, on a mis l'accent sur les médicaments, mais aussi sur la formation. La formation du personnel de santé. Et je pense que ça, c'est un travail qu'on fait avec le docteur médecin-chef de Tivaouane. Vraiment, à ce niveau, je pense que maintenant, pour vous conforter ce que je suis en train de dire, par exemple, la case de santé du village de Fouloum est passée poste de santé. Et ça, c'est un financement de Dangote, dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui a financé 50 millions. Et la commune a équipé en solaire, en dégageant à peu près une somme de 5 millions pour mettre le système solaire au poste de santé de Fouloum. Donc la santé, et je pense aujourd'hui, bon, on reviendra sur ça, mais nous, notre rêve aujourd'hui, c'est de créer un centre de santé à Morlan. Mais aujourd'hui, nous avons 3 postes de santé et 4 cases de santé. Et je pense que vraiment, il y a une concertation régulière entre nous et le personnel de santé. On a organisé aussi on a fait venir par exemple l'équipe qui traite la tuberculose avec leur appareil. On a fait vraiment, même le diabète, on a souvent fait venir des spécialistes en dehors des journées de consultation gratuites pour consulter les populations. Vraiment, la santé, c'est un secteur important. Il faut aussi agir parce qu'une population qui n'est pas saine aussi, c'est une population vraiment qui n'est pas productive. On sait qu'avec l'acte 3, les collectivités territoriales, il y en a beaucoup de maires que nous interrogeons, mais leur plus grand problème, c'est le recouvrement des impôts. C'est sur le plan financier, l'accompagnement au niveau de l'État. Les gens disent toujours que c'est largement en deçà des problèmes qu'ils doivent gérer. À ce niveau, est-ce que vous êtes dans la même situation? Et quel est votre secret quand on voit tout ce que vous avez fait depuis le début? Voilà, c'est important. Moi, je pense qu'il faut quand même d'abord expliquer c'est quoi la décentralisation. Je pense que quand on créait les communautés rurales en 1972, ou bien quand on a, en tout cas les concepteurs de la décentralisation, c'est pour une prise en charge locale des problèmes des populations qui sont à la base. Donc je pense que
C'est vrai que souvent les ressources ne sont pas très, ne répondent pas. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de ressources. Mais je pense quand même que quand on crée une commune ou une commune rurale, c'est pour qu'on puisse se débrouiller. On ne doit pas tout attendre de l'État. Moi, en tout cas, depuis que je faisais la campagne en 2009-2014, j'ai toujours dit que je n'attends pas l'État. Je n'attends personne. Je pense que si pour développer une commune, il faut des stratégies. Il faut des stratégies parce que pour moi, quand même, le développement, c'est d'abord les populations à la base. Les populations à la base parce que si on doit attendre l'État, autant voilà, maintenir l'État central et faire disparaître les communes. Parce que pour moi aussi, les communes doivent quand même mettre en place des systèmes. Parce que nous, on a un système, on a créé un département fiscalité, donc qui est en train de recouvrer parce que faut que les gens payent les impôts. Je pense que ça, c'est important. Mais quand même, tout au moins, je pense quand même que l'État doit faire des efforts à ce niveau-là. Parce que quand même, l'État a concentré presque tous les impôts à son niveau. Voilà, ça aussi, c'est un problème. Je vous donne un exemple. Et ça, je l'ai toujours condamné. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre qu'on dise qu'une entreprise doit payer des impôts là où est son siège. Et toutes les entreprises, leur siège, c'est à Dakar. C'est pour moi ça, il faut quand même revoir ça au niveau du code des impôts, parce que pour moi, ce n'est pas normal. Une entreprise doit payer là où elle est installée. Parce que souvent, par exemple, c'est des entreprises par exemple, de carrière, voilà, qui créent beaucoup de dégâts au niveau de l'environnement, beaucoup de dégâts au niveau de la population. Après, on dit non, cette entreprise va aller payer à Dakar parce que son siège est à Dakar. Ça, il faut changer ça. Mais vous l'avez toujours décrié. J'ai toujours décrié, mais le problème persiste à chaque non, fois. le problème persiste parce que pour moi aussi, je lance un appel à l'association des maires du Sénégal. Mais c'est à eux aussi de porter ces combats-là. Parce que pour moi, une entreprise là où elle est installée, c'est là-bas qu'elle doit payer des impôts. Je pense que c'est important. Il faut aussi que certains impôts, que l'État les laisse aux communes. Ensuite, autre chose aussi, l'exonération des impôts. Voilà. Une entreprise, on ne peut pas exonérer, l'État peut exonérer peut-être ses impôts, mais elle ne doit pas exonérer les impôts des communes. Ça pose problème. Ça, il faut aussi que l'État, à ce niveau, je pense qu'il faut corriger, laisser les impôts, et l'État aussi doit nous soutenir. Moi, si je vous dis que aujourd'hui, par exemple, les unes de Lamlam, je ne sais pas si ça fonctionne toujours ou pas, c'est fausse, mais toutes les carrières de ces fosses sont dans la commune de Morona. Nous sommes allés là-bas, mais bon, c'est des gens puissants, hein, ils s'en foutent à la limite, je m'excuse du terme, hein, mais des maires. Parce qu'ils parlent avec des gens qui sont à des sphères plus élevées, mais l'État du Sénégal doit nous aider. Aujourd'hui, Cefos est empiète la commune de Morona, mais qu'est-ce que la commune de Morona gagne? Zéro. Il a fallu une guerre pour presque faire reconnaître à Dangote que Dangote est dans la commune de Morona, alors que Dangote, par exemple, occupe plus de 400 hectares dans la commune de Morona. C'est là, toutes les carrières de Dangote sont dans la commune de Morona, mais il a fallu presque une guerre pour reconnaître ça. C'est l'État qui ne nous aide pas. Parce que je ne peux pas comprendre que les gens font des études d'impact environnemental et le culturel, comment on a fait d'impact environnemental de Cefos. Ça, c'est un problème. Si on l'avait fait et on avait dit à Cefos, attention, vous empiétez la commune de Morona, les gens seraient venus ici. Mais quand ils s'adressent aux mines, voilà, à l'environnement, il faut leurs études environnementales et nous, on n'est pas informés, ça pose problème. Dans le code minier, ça n'a pas été mentionné? Si, c'est dans le code minier, mais c'est que ce qui pose problème, c'est quoi? C'est que quand il faut les études, normalement, quand une entreprise doit s'installer, on doit faire une étude des impacts. C'est-à-dire que quelles sont les communes qui sont impactées. Mais quand tu ne le fais pas, mais par exemple, ici, Dangote, en fait, c'est vrai qu'ils sont dans la commune de Morona, mais c'est dans la forêt classée. Donc facilement, les gens ont tendance à dire, non, ça c'est la forêt classée. Mais la forêt classée n'est pas au ciel. La forêt classée est dans la commune de Morona. Voilà, donc ici, à Dangote, à Cefos, mais nous avons les cartes sont là. Je ne sais pas si tu peux même les amener. Les cartes sont là, c'est des cartes qui montrent que Cefos est dans la commune de Morona. Nous avons quand même des preuves, on leur a montré les preuves, mais malheureusement, bon, quand les gens ne nous aident pas pour ça, bon, tu vas courir derrière. Hein. Voilà, je pense quand même que l'État
doit quand même faire des efforts par rapport aux subventions. Ça, bon, je pense qu'il faut le dire, mais quand même, c'est pour dire que les communes ne doivent pas attendre l'État, mais l'État doit faire des efforts par rapport aux subventions. Bon, je pense que le président Macky Sall a parlé de PACASEN rural. On espère que ça va marcher. Parce que quand même, c'était pas normal quand même que PACASEN, on continue à enrichir les villes pendant que les communes qui sont en milieu rural continuent de s'appauvrir. Ça, je pense quand même que le président Macky Sall, nous devons le remercier pour avoir pensé donc aux communes rurales. Mais on espère que ça va se réaliser comme il le veut. Et vous pensez qu'il y a une différence entre commune rurale et communauté rurale? Bon, mais normalement, il ne devait pas y avoir. Parce que dès l'instant qu'on a dit que c'est la communalisation intégrale, aujourd'hui, par exemple, je prends le cas de Promoville. Vous voyez les lampes solaires un peu partout là, dans les grandes villes. Mais qui en a plus besoin? C'est nous. Pourquoi Promoville va se limiter à Thiès, à Tivaouane, et mettre là-bas des lampes solaires, et nous? Je pense quand même qu'il faut casser cette dichotomie ou cette différence entre commune rurale et commune urbaine. Il faut arrêter ça. Parce que pour moi, dès l'instant qu'on parle de communalisation intégrale, il ne doit pas y avoir de différenciation. Ça, je pense que vraiment nous tenons à ça, et je pense que c'est l'association des maires, bon, qui est très divergent, parce qu'effectivement, les maires des grandes villes vont pouvoir continuer à bénéficier de ça, mais nous allons continuer aussi à réclamer cette différenciation qui ne doit pas exister entre les communes qui sont en milieu rural et les communes qui sont en milieu urbain. Nous aspirons à devenir des communes rurales, mais en étant urbaines. En tout cas, les deux à la fois, une symbiose entre la ruralité et l'urbanité. Je pense que c'est ça qu'il faut atteindre.